Culture Soccer. Bienvenue à un nouvel épisode de C'est Salérable. Et oui, ce n'est pas Adi Raphaël, ce n'est pas Daniel Cameron à l'animation, c'est bel et bien moi, Anthony Devarenne, co-rédacteur en chef de Culture Soccer. Et oui, nos deux amis sont partis en vacances et je me suis dit, pourquoi pas épauler Alex dans cette aventure, le temps des vacances. Et ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, on va parler Canada, on va parler de Gold Cup et des Jeux olympiques où la sélection féminine évolue en ce moment. Et pour ce faire, comme je viens de le dire, nous sommes avec Alex Rupert. Ça va bien, Alex? Ça va très bien, Anthony, puis je suis vraiment content de faire le podcast pour la première fois avec toi. Oui, exactement. C'est une première et c'est également une première pour moi avec Amine Sabri. Ça va bien, Amine? Super, Anthony. Merci pour l'invitation. Ben, merci à toi de l'avoir accepté. Écoute, on ne pouvait pas passer à côté de toi, mon cher Amine, pour parler du Canada, pour parler de la Gold Cup. Écoute, une première demi-finale depuis 2007, si je ne me trompe pas. Donc, c'est assez gros, une victoire contre le Costa Rica, qui, il y a quelques années, était jugé comme un gros de la région de la CONCACAF. Et on peut rentrer dans le vif du sujet. Écoute, ça a été une victoire de 2-0, une victoire, je dirais, assez confortable du Canada. Si on y va avec l'alignement, je vais vous la présenter. C'était au poste de gardien de but Maxime Crépeau, l'ancien du CF Montréal. Les trois défenseurs centraux étaient Kamal Miller, Steven Vittoria et Alistair Johnston. Les latéraux à gauche, c'était Richie Laryea et à droite, Tejan Buchanan. Les deux milieux, c'était Marc-Anthony Kaye et Stéphane Eustachio. Et en avant, on avait le droit à Jonathan Osorio, Lucas Cavallini et Junior Ouellette. On va commencer par toi, Amine. Est-ce que tu étais confiant quand tu as vu l'alignement partant face au Costa Rica? Oui, 100%. Écoute, l'alignement, il n'y avait pas beaucoup de surprises. La seule surprise, c'est que Erdman a décidé d'inverser Tejan Buchanan avec Laryea. Ça a été une bonne idée parce que Buchanan, je le trouve encore plus confortable à droite qu'à gauche. Puis Laryea, on dirait que ça ne le dérange pas d'être à gauche. Je trouve que ça a donné beaucoup de dynamisme aux côtés de l'équipe canadienne. Sinon, Eustachio, qu'est-ce qu'on peut dire de sa performance? Je ne me souviens pas d'avoir vu une performance d'un milieu de terrain canadien aussi bonne depuis que je suis l'équipe nationale du Canada. Aussi simple que ça. Puis, ça inclut des grands matchs de Atiba Hutchinson, des bons matchs de Scott Arfield dans le temps. Fait que, l'alignement était vraiment convaincant. Puis, c'est sûr qu'il y a eu quelques petites déceptions par la suite, mais on va en parler un peu plus tard. Exactement, exactement. Et toi, Alex, l'alignement partant, est-ce que toi, tu aurais préféré un Donald Henry? Non, le monde, le monde connaît ça. Ils sont très au fait de mon amour de Donnell Henry et de toute ma confiance que je lui confère au poste de défenseur. Non, j'étais très content de l'alignement de l'allure de la défense. Steven Vittoria, c'est un vétéran qui a fait ses preuves, qui est, à mon avis, très sous-estimé quand on le met dans le bon rôle, bien sûr. Sinon, en termes d'alignement, je trouve que c'était un bon alignement. Je pense que la seule déception, puis c'était pas vraiment une déception, mais je pense que Lucas Cavallini, c'était quelqu'un que on aurait pu faire entrer comme substitut si on avait besoin de lui, mais j'aurais bien aimé voir le jeune Theo Corbianu des Wolverhampton Wolves avoir une chance de prouver sa valeur. Oui, c'est vrai, ça aurait été une bonne idée et on va parler un peu plus tard, mais ça risque peut-être d'arriver, qui sait. Mais si on regarde poste par poste, je le rappelle, victoire du Canada 2-0. On va continuer avec toi, Alex. Tu parlais de Lucas Cavallini. Tu aurais peut-être préféré voir quelqu'un d'autre sur l'alignement partant. Comment as-tu trouvé sa performance et la performance de Osorio et Junior Ouellette à ses côtés?
Euh, Cavallini, le seul hic avec lui, c'est qu'il était déjà sur un carton jaune. Fait que s'il prenait un autre carton jaune, on le perdrait pour une supposée demi-finale. Mais j'aime bien l'approche de John Herdman qui gère le tournoi comme s'il n'y avait pas de lendemain. Fait que je peux comprendre de le faire jouer. Euh, je sais pas, Cavallini, tu sais, c'est le genre d'attaquant que tu veux que ce soit celui qui dérange puis qui tienne le ballon en avant. Je le trouve un peu lent quand il reçoit le ballon, sur réception de ballon. J'aimerais juste ça que sa touche soit plus rapide puis aide dans le jeu de transition. Malheureusement, il a écopé d'un deuxième carton jaune, donc on va le perdre pour la demi-finale. Sinon, Jonathan Osorio, ben, premièrement, Junior Oilett, faut pas oublier qu'il a joué plus d'une centaine de matchs en Première Ligue anglaise, en Premier League, et peut-être le double, triple en Championship en Angleterre, en deuxième division. Donc, tu vois que sa qualité, si tu as quelqu'un, s'il a une bonne distribution de ballons, puis s'il a un milieu de qualité pour lui donner des ballons de qualité, mais Junior Hollett, il va faire des miracles pour toi. Et c'est exactement ce qui est arrivé quand il a compté son but. C'est un genre de passe en lobe de Stephen Eustáquio qui, ma foi, quel milieu de terrain. Donc, le ballon qui passe par-dessus tout le monde, qui atterrit devant Junior Hollett et il fait genre, il saute et il frappe le ballon dans les airs et le ballon fait un autre lob par-dessus le défenseur et par-dessus le gardien. Puis ça a l'air de rien, mais ça, c'est le genre de but qu'il faut vraiment que tu sois techniquement très fort et très alerte pour réussir ce genre de but. Et ça, ce but-là a vraiment donné des ailes au Canada. Pour ce qui est de Jonathan Osario, ben, sa capacité de créer, puis sa capacité de sa vision pour créer des beaux jeux et passer aux bonnes personnes au bon moment. Son timing était impeccable. La chimie entre lui et Martin Teniquet et Stephen Eustáquio était vraiment à point. Et ils ont. Puis le pressing, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais le jeu pour mettre de la pression sur la défensive adverse, c'était sans relâche. Et je pense que le trio en avant a fait un travail remarquable. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et toi, Amine, qu'est-ce que tu as pensé des attaquants? Est-ce que tu apportes quelques bémols ou toi aussi tu trouves que, surtout sur les côtés, Arlette et Osorio, est-ce que tu as aimé qu'est-ce que tu as vu? Oui, c'était quand même une bonne performance au niveau des ailes. C'était pas parfait, mais un peu comme Alex, là, c'est plus Cavallini qui m'a déçu dans toute la formation canadienne. Parce que Cavallini, il ne faut pas oublier que c'est un joueur que Vancouver a payé 4-5 millions d'une équipe mexicaine. Statut de DP en MLS. Et il déçoit avec son équipe. Avec l'équipe canadienne, on s'est dit, bon, ben, il ne joue pas parce que Jonathan David est là, parce que Kyle Larin est en forme. Vrai, mais lui, quand il a eu sa chance, depuis le début du tournoi, je trouve que c'est un des joueurs qui performe le moins bien dans le 11 partant. Donc, à ce niveau-là, écoute, le fait qu'il y ait eu un deuxième carton qui est suspendu pour la demi-finale, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça pour l'équipe canadienne. D'autant plus que Tesho Akindele, là, moi, je suis un grand fan de Tesho Akindele depuis ses temps au FC Dallas, quand il a été repêché au premier tour. Il jouait en troisième division universitaire, puis il a été choisi en premier tour du Super Draft. Fait que ça a été comme toute une histoire. C'était quelque chose qui était, je pense, rarement arrivé en MLS. Mais c'est un joueur que j'ai toujours pensé qu'il était sous-estimé. Il est capable de jouer devant, capable de jouer côté droit, côté gauche. Son seul défaut, on va dire, c'est le finish. Mais en même temps, si c'était un top finisher, il ne serait pas en MLS, il serait en Europe. Fait que moi, personnellement, oui, Corbeanu, c'est vrai qu'il peut dépanner, mais encore une fois, il faut garder en tête que c'est un jeune de 19 ans. Il n'a pas encore joué en English Premier League. Fait qu'il joue juste avec la réserve. Moi, je verrais plus en demi-finale jeudi un Techo Akindele à côté de Oilett puis Osorio. C'est un trio avec lequel je serais confiant d'entamer le match contre le Mexique. Puis pourquoi pas voir Corbiano en relève à Akindele, ça serait une bonne chose. Surtout que justement, Akindele a eu un carton jaune au dernier match. Donc lui aussi, prochain carton jaune, il serait suspendu. Donc il faut manager quand même le tournoi. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On est à court d'attaquants. Akinola,
Jonathan David n'est pas là, Akinola n'est pas là, Kyle Lowry non plus. Fait qu'on ne peut pas se permettre non plus de perdre un attaquant de pointe supplémentaire, je pense. D'accord, d'accord. Maintenant que tu poses la question sur qui va remplacer Cavallini, Alex, tu as parlé en bien de Corbeanu. Est-ce qu'Amine vient de te convaincre par Kindele pour remplacer Cavallini? Non, justement, j'ai un contre-argument là-dessus. Ben, premièrement, Théo Corbeanu, le jeune de 18 ans, euh, il a commencé, il a été sur le banc des Wolverhampton Wolves parce qu'il était extraordinaire pour l'équipe de réserve, mais il a bel et bien fait ses débuts en Premier League cette année. Il a été appelé comme substitut dans un match. Je pense que c'était soit le dernier match ou le match. Non, c'était 2 matchs avant la fin. Il a bel et bien fait ses débuts en Premier League, puis il a eu ses minutes. Ça, c'est première chose. Deuxième chose avec Théo Corbeanu, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il a été rappelé des réserves depuis le début du mois de décembre et il a été avec la première équipe presque toute la durée de décembre jusqu'à la fin de la saison. Donc, il s'est entraîné avec le premier club sous le coach de Wolverhampton Wolves. Son nom, c'est Espirito Nuno Santos, je pense. Euh, donc, il s'est entraîné avec des joueurs de haut calibre dans le système des Wolves. Et mon troisième point, c'est que je le trouve plus dynamique. Oui, il manque d'expérience, puis ça paraît un peu. Euh, c'est comme un diamant qui est un peu rough, puis tu veux le polir. Mais même chose que je pense qu'il a compté un but dans la Gold Cup. Il était rentré dans le premier match. Je pense que le premier match, c'était contre la Martinique. Il est rentré dans le match, première touche, but. Là, il est rentré contre Costa Rica, première touche, chance de marquer. Et seconde touche, excellente passe à Kindele qui manque le filet. Où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est que contre un adversaire comme le Mexique, puis il faut que le monde comprenne vraiment c'est quoi le Mexique. Le Mexique, c'est pas un pays qui est imbattable. C'est un pays qui est très difficile à battre. Mais comment tu bats le Mexique? C'est que le Mexique, leur jeu défensif n'est pas parfait. Fait que si tu pousses assez, tu vas avoir des chances de marquer. Comment les Américains arrivent à battre le Mexique? C'est que eux, quand ils ont une chance de marquer, ils ne manquent pas leur coup. Puis, moi, je pense qu'un jeune comme Corbeanu, qui a déjà démontré que quand tu lui donnes une bonne chance, il va marquer, c'est exactement ça que tu as besoin de lancer contre une équipe comme le Mexique. Puis, il s'est entraîné avec des joueurs de qualité pendant des mois. Tandis qu'un gars comme Akindele, j'ai trouvé sa finition qui laisse un petit peu à désirer. Sa première chance de marquer, j'aurais aimé qu'il ne précipite pas le jeu puis qu'il regarde ses options. Il avait quand même une option de passe. Et la passe parfaite de Corbeanu, ben, il a complètement manqué le filet. Et c'est ça qui fait la différence avec le Mexique. Parce que si le Mexique te donne 2 chances de marquer puis tu ne les marques pas, tu vas perdre. Puis je pense que tu as besoin d'un gars comme Corbeanu qui va jouer avec, puis tu vas le jumeler avec un joueur de qualité comme Junior Elliott, qui va lui donner des passes de qualité, qui a une vision de jeu incroyable. Puis je pense qu'avec un duo comme ça, mais si le Mexique nous donne 1, 2 ou 3 chances, mais si on peut enfiler 2 buts sur 3 chances, mais c'est notre seule chance de battre le Mexique, à mon avis. Fait que moi, ce serait 100% Corbeanu. Puis, tu sais, les attaquants de la MLS, mais les Mexicains, ils en ont vu d'autres. Puis, je pense pas qu'ils seraient inquiétés par Akindele. Parfait, parfait. Ben, ça promet, ça promet. On va voir c'est qui a raison entre vous deux. Mais continuons notre analyse là, du match. Parlons maintenant des milieux. Le duo Marc-Anthony Kaye et Eustachio. Amine, toi, comment tu l'as trouvé là, face aux Costa-Ricains? Ouais, c'était un très, très bon milieu de terrain. Comme j'ai dit tantôt, Stakio, il a été incroyable dans ce match-là. J'ai vu passer une statistique sur Twitter comme quoi c'est le joueur de la Gold Cup avec la plus grande valeur marchande. Il vaut à peu près 8,5 millions. Puis quand tu vois le match des quarts de finale, tu comprends très vite pourquoi il vaut autant. Faut pas oublier que c'est un joueur qui a été payé plusieurs millions de dollars par Cruz Azul pour aller au Mexique. Malheureusement, premier match au Mexique, grave blessure, 1 an en dehors des terrains. Donc, sa carrière a été un peu ralentie, mais une chance qu'il est revenu au Portugal. Il s'est refait une deuxième
santé, comme on dit. Puis à ce moment-là, on parle de grands clubs qui sont intéressés par ses services. C'est pas surprenant que ce soit Porto, Napoli. Fait que moi, je pense qu'après cette Gold Cup, on risque d'avoir des nouvelles de la nouvelle destination de Stephen Eustáquio. Il ne restera pas dans son petit club au Portugal. Puis sinon, Marc-Anthony Kaye aussi, je l'ai trouvé bon. En plus, on a appris aujourd'hui qu'il a été échangé. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Il a été échangé contre 1 million de dollars en gamme pour aller de LAFC à Colorado. Donc, c'est vraiment un gros, gros échange dans les standards de la MLS. Très rarement, on voit des joueurs échangés pour 1 million de dollars ou plus. Alors, moi, avec Colorado, je le vois très bien dans cette équipe-là, surtout qu'il va être à côté d'un Américain, Kellyn Acosta, qui est titulaire en fait, qui joue avec l'équipe nationale américaine. Fait que ça va faire tout un milieu de terrain. En plus, il y a Younes Namli qui joue en numéro 10, qui est un joueur désigné. Fait que oui, j'ai beaucoup aimé la performance. Je ne verrai pas de changement en demi-finale. Piet, c'est plus un joueur, je pense, dans la tête de Herdman, qui est là pour finir les matchs quand on mène. C'est, je pense, le rôle dans lequel il le voit ou qui performe le mieux. C'était parfait. Contre le Costa Rica, on gagnait 2-0. Tu fais rentrer Piet, il te donne exactement ce que tu t'attends à lui. Fait que moi, à ce niveau-là, je ne mettrai aucun changement dans les deux milieux centraux. Parfait. Alex, est-ce que toi aussi, tu es du même avis? Écoute, Kaye, Eustáquio, c'est dur de faire mieux au niveau canadien, non? Ah oui, c'était une domination, le total du milieu de terrain canadien. Euh, Ils ont complètement pris le contrôle de la partie. Ils ont tout enlevé au Costa Rica. Puis c'était pas seulement c'était pas seulement dans des cas de possession de ballon. C'était aussi pour casser le momentum du Costa Rica. Puis tu voyais qu'il causait des fautes au bon moment. Puis ça, c'est une des forces de Stachio. Puis il fait ça très, très souvent au Portugal. Où est-ce qu'il va vraiment timer quand c'est le temps de prendre ses fautes pour, euh, pour casser le rythme de l'adversaire, dans le fond. Ensuite, juste pour rester avec Stephen Eustáquio, puis juste pour renchérir sur ce que Amin il disait, Stephen Eustáquio, dans le temps, c'est que avant son transfert au Mexique, ce qui avait surpris complètement, ce qui avait vraiment pris tout le monde par surprise, il jouait pour CD Chavez au Portugal, puis il y avait Manchester City et Barcelone qui le suivaient, qui étaient intéressés à ses services. Et en ce moment, c'est un des finalistes pour le titre de joueur par excellence dans la Ligue au Portugal. Donc, ça veut vraiment dire sur sa qualité. Puis, si tu me permets, Anthony, c'est quelque chose que j'ai entendu à One Soccer, puis je pense que c'est Christian Jack, je lui donne le crédit pour cette analyse sur Eustáquio. Je pense que c'était à merveille. Il dit que Eustáquio, c'est un joueur complet. C'est un milieu de terrain complet. Il lit le jeu comme un 6. Il a les qualités techniques d'un 8, puis il peut créer comme un 10. Ça pour moi, Eustáquio, puis ça, je l'avais vu depuis un bon bout de temps, c'est un milieu de terrain complet. Puis j'avais aussi regardé d'autres statistiques, puis il disait que de toute la Gold Cup, il y a seulement 3 joueurs qui ont le top 3 des milieux de terrain qui ont le plus haut pourcentage de passes réussies dans la zone adverse. C'est Héctor Herrera du Mexique, Edson Alvarez du Mexique et Stephen Eustáquio du Canada, 3 buts, 1 passe. Donc, plus haute production que les 2 milieux mexicains. Est-ce que c'est le meilleur que le Canada a? C'est ce qui est vraiment fantastique là-dedans, c'est qu'on a quand même dominé une grosse partie du match contre les États-Unis, puis ça, c'était sans Eustáquio. Puis il faut rappeler au monde qu'on n'a pas Atiba Hutchison, on n'a pas Scott Arfield, on n'a pas David Wotherspoon. Fait que vous mettez ces gars-là dans l'alignement, puis vous pouvez vous attendre à un milieu de terrain qui est encore plus fort. Parce que ce que vous voyez en ce moment, puis on parle toujours de Alphonso Davies et Jonathan David, c'est le temps de dire que non, on a la trinité du futur du Canada. On l'a, notre trinité. C'est Alphonso Davies, Jonathan David et Stephen Eustáquio, parce que quand Eustáquio est là, il rend tout le monde autour de lui meilleur. Puis de mémoire, puis peut-être que je me trompe,
Je crois que le Canada est invaincu quand Eustachio commence un match. Fait que je vais laisser ça là-dessus. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. Et oui, il est bon des deux côtés du terrain, comme tu as dit. J'aime pas trop ça parler de stats, mais face au Costa Rica, c'est quand même 3 interceptions, 11 récupérations, tout en ayant un taux de passe réussi de 86, un but, une passe décisive. Bref, il est un peu partout. Donc, c'est quand même impressionnant. Et la bonne nouvelle, c'est que les deux sont encore... ils peuvent jouer le prochain match. Il n'y a pas de suspendu. Donc, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Et maintenant, si on continue du côté des latéraux, Alex, Laria Buchanan aussi, bonne performance des deux joueurs là, face au Costa Rica. Hein? Oui, absolument. Puis je pense que c'est Amine qui faisait référence à ça. Tajon Buchanan est beaucoup plus à l'aise à droite, puis c'est comme ça qu'il joue avec son club en New England Revolution, en MLS, pendant que de façon correcte, c'est vrai que euh, Richie Laryea est aussi à l'aise à droite et à gauche, donc c'était parfait de les substituer comme ça. Mais my God, les habiletés techniques, le dribble de Tajon Buchanan, puis je regardais les commentaires des fans des autres pays, le Mexique, les États-Unis ou ailleurs. Tajon Buchanan, tu sais, je veux pas dire qu'il joue comme Alphonso Davis, mais il donne des flashs de Davis. Tu sais, avec Buchanan, il pose tellement de problèmes à la défensive adverse que tu t'oublies. Tu peux pas dire que tu oublies qu'Alphonso Davis n'est pas là, mais il cause le même genre de problème. Parce que d'habitude, quand tu joues contre le Canada, tout le monde sait, bon, ben, surveiller Davis, surveiller David. Puis maintenant, tu sais que la défensive adverse va dire, il faut surveiller Buchanan. Parce que Buchanan, dans les batailles à 1 contre 1, ou quand c'est le temps de dribbler, sa vitesse, surtout dans son jeu de transition, il épuise la défensive du Costa Rica très tôt dans le match et de façon répétée. Puis je pense que le Costa Rica s'est fait complètement prendre par surprise dans ce match. Puis parlant de Tajon Buchanan, il faut savoir que Lens, le RC Lens en Ligue 1 en France, avait déposé une offre. Ça avait été refusé par le club en MLS. Et ils ont déposé une deuxième offre. Fait que je n'ai pas encore entendu parler de qu'est-ce qui se passait avec la deuxième offre. Mais le FC Augsburg en Bundesliga en Allemagne, ainsi que Club Brugge en première division belge, auraient déposé des offres. Et selon certains reportages, ils disent qu'il y aurait plus de clubs allemands et portugais qui seraient prêts à déposer des offres. Fait que Tajon Buchanan, moi, je pense qu'à la fin de la saison MLS, il est parti. Pour ce qui est de Richie Laryea, fidèle à lui-même, très dynamique, très rapide, belle vision de jeu, rapidité, excellent repli défensif, très responsable, puis toujours là pour supporter la défense. Et la seule chose que j'avais entendue pour Richie Laryea, c'est que Atiba Hutchison l'avait recommandé à Beşiktaş dans son club en Turquie pour que Beşiktaş regarde du côté de Richie Laryea. On lui souhaite le transfert. Je pense qu'il aurait le talent pour réussir en Turquie. Sinon, ouais, excellente prestation. Ça nous donne le droit de rêver parce que, imaginez, prenez une seconde pour rêver. Vous êtes en qualification Coupe du Monde. Vous devez affronter Alphonso Davis à gauche, Tajon Buchanan à droite. Bonne chance. Parfait, parfait. Ben oui, j'ai fermé les yeux pendant quelques secondes quand tu parlais, j'ai rêvé. De ton côté, Amine, Richie Laryea a quand même eu 96% de passes réussies. Est-ce que tu penses que ça a un lien aussi avec le fait que Jonathan Osorio, son coéquipier de Toronto, était tout juste devant lui? Est-ce que tu penses que ça a eu quand même un effet positif dans sa performance? Mais c'est sûr que ça l'aide quand tu joues avec un de tes coéquipiers en club. Mais en réalité, moi, je vais être très franc avec toi. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai dit ça. Je pense qu'il y a 1 an, j'avais dit que le prochain joueur canadien à aller être transféré en Europe, ça va être Richie Laryea. Puis ça, je l'ai dit au moment que Richie Laryea, je pense, qu'il était à l'essai au Toronto FC. Il venait d'être relâché par Orlando FC. Il était milieu de terrain là-bas. Il n'a presque pas joué. Il a été repêché, je pense, 3e overall dans le Super Draft. Ça n'a pas marché à Orlando.
Greg Vanney a eu l'excellente idée de l'inviter au camp d'entraînement, puis c'est lui qui a décidé de le faire changer de poste. Le jour que Richie Laryea a changé de poste pour devenir latéral, c'est là que la carrière, selon moi, de Richie Laryea a démarré. Puis je pense que, comme disait Alex, là, il a le talent pour aller en Europe. Puis ça fait au-dessus d'un an que je dis ça va être le prochain Canadien qui va aller en Europe. Mais bon, entre-temps, il y a eu Buchanan, il y a eu d'autres jeunes joueurs canadiens qui ont émergé. Mais à l'époque, je voyais que c'était incroyable. Les performances qu'il donnait à droite, à gauche, autant à l'aise des deux bords. Belle rapidité, technique. Vraiment, il n'y a pas grand défaut. Même défensivement, il s'est beaucoup amélioré parce que de formation, c'est un milieu de terrain. Mais je veux dire, il ne se fait pas déborder facilement. C'est quelqu'un qui est quand même solide dans les duels. Donc, à ce niveau-là, Osario, oui, il joue du même bord que lui. Mais même sans ça, je pense que Laryea nous a prouvé à maintes reprises qu'il était capable de nous sortir des solides prestations. Puis le match contre le Costa Rica, c'en est un bon exemple. C'est vrai, tu apportes un bon point. Je me souviens quand Kyle Larin avait été repêché par Orlando. Orlando avait fait une petite vidéo avec leurs deux Canadiens et on sentait que Kyle Larin avait vraiment le vent dans les voiles, comme qu'on peut dire. Il réussissait en MLS et Richie Laryea avait de la misère à accumuler les minutes avec l'équipe première. Il jouait en USL. Par la suite, Orlando a décidé de le laisser libre. Et moi, dans ma tête, il rejoignait une équipe de USL Championship. La MLS, c'était peut-être un niveau trop haut pour lui. Et c'est vrai, Greg Vanney l'a mis à l'essai, l'a recruté, lui a fait changer de poste. Et depuis ce temps-là, on connaît l'histoire, mais c'est assez magique. Il faut dire merci à Greg Vanney, qui est désormais avec le LA Galaxy en MLS. Mais non, il est devenu tout un joueur. Il avait beaucoup de potentiel, mais il y avait de la misère on pourrait dire, à le livrer avec Orlando. Il y a eu toute qu'une métamorphose du côté de Toronto. Maintenant, si on continue avec les défenseurs centraux à mine, c'était le trio Miller, Victoria, Johnston. Est-ce que tu as été satisfait de leur performance? Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus impressionné? Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus déçu? Je dirais que c'est une belle performance dans l'ensemble des trois joueurs. Je pense que Crépeau, il n'y a pas eu beaucoup de tirs affrontés dans ce match-là. Puis forcément, quand ton gardien n'a pas beaucoup de tirs à affronter, c'est bon signe. Ça veut dire que tes défenseurs centraux, ils assurent. Puis des trois, celui qui me surprend le plus, c'est Alistair Johnston, parce que moi, à ma connaissance, avant ce tournoi, je ne l'avais jamais vu jouer comme arrière central. Même que au repêchage de la Super Draft, on parlait de lui comme au niveau professionnel, comme s'il allait être un ailier droit, donc très offensif. Ça n'allait même pas être un arrière latéral droit. Fait qu'il me surprend à quel point il s'adapte, peu importe le poste, que ce soit une défense à 4 comme latéral droit, comme il le fait avec Nashville, ou une défense à 3, où est-ce qu'il a déjà joué comme piston droit un peu plus haut, mais il est aussi bon comme milieu, plutôt comme défenseur central droit. Je le trouve très bon. Bon, la mauvaise nouvelle, évidemment, c'est que Vitória, malheureusement, il a eu son deuxième carton, donc il va être suspendu pour les demi-finales. Et on va voir le préféré à Alex, sûrement, Donny Henry, à sa place. Donc, ça, c'est pour moi, c'est quand tu me demandes est-ce que la performance des défenseurs centraux t'a convaincu 100%, mais ça m'inquiète un petit peu. Parce que Vitória, il est quand même meilleur qu'on peut le penser. C'est vrai que c'est pas un marchand de vitesse, mais il a de l'expérience, il se place très bien, il dirige bien ses deux coéquipiers à côté de lui. Fait que, évidemment, je parle pas de Kamal Miller que je vois à tous les matchs avec le CF Montréal. C'est aucunement une surprise pour moi. Ce que je vois de lui en club, ça se manifeste automatiquement et de la même façon avec l'équipe nationale, toujours stable, une belle confiance, balle au pied. Alors, vraiment, la seule mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, Vitória va sûrement être remplacé par Donny Henry. Et ça me fait un petit peu peur parce que d'avoir Donny Henry comme, on va dire, le chef d'une défense à 3, ça, par contre, je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais à ce niveau-là, peut-être que John Herdman va nous surprendre avec peut-être une défense à 4. On ne sait pas. Parce que c'est un gros morceau, le Mexique.
Fait que peut-être qu'on est rendu au point, on gère l'effectif depuis le début du tournoi, match par match. Ça marche super bien avec une défense à 5, mais là, on tombe sur le gros morceau, une des équipes favorites du tournoi. Alors, je ne sais pas. C'est quoi le plan de Durman? Il a déjà joué avec une défense à 4 à plusieurs reprises dans le passé. Fait que je pense qu'il va y aller selon ses meilleurs joueurs. Il va penser, c'est qui mes 11 meilleurs joueurs? Et selon ces 11 meilleurs joueurs-là, quelle est la tactique la plus adaptée pour avoir les meilleures chances de déranger l'équipe mexicaine. Et que j'ai hâte de voir, mais d'après moi, je ne vois pas d'autres remplaçants potentiels de Donny Henry. Ça risque pas d'être Frank Struing qui débute avec l'équipe nationale, qui est sans équipe en ce moment, à la recherche d'une nouvelle équipe après avoir quitté son équipe en Hollande. Puis c'est ça. Il n'y avait pas énormément de profondeur à ce poste-là, malheureusement. Oui, oui, c'est ça, exactement. Et pour revenir sur Alistair Johnston, oui, c'est le 12 juin, la première fois qu'il a évolué défenseur central. En fait, c'est lors de la finale, là, pas la finale, mais pour trouver la place qualificative pour la dernière ronde de qualification pour la Coupe du Monde contre Haïti. C'est là que John Herdman l'a essayé en tant que défenseur central, mais sinon, à Nashville, il joue latéral droit, comme tu l'as si bien dit. Pour toi, Alex, le trio de défenseurs centraux, est-ce que pour toi, de un, est-ce que tu as aimé la performance? Et de deux, est-ce qu'au lieu de remplacer Victoria, est-ce qu'on ne change pas ça pour une défense à 4? J'ai bien aimé j'ai bien aimé la performance à 3 en arrière avec Johnston, Victoria et Miller. Victoria, comme je l'avais dit plus tôt, c'est un défenseur central qui est extrêmement sous-estimé. Je peux comprendre que le monde ont le souvenir de lui quand il est en MLS et son manque de rapidité. Et une chose que je souhaite qu'il arrête de faire, c'est jouer le ballon quand il est tout seul ou quand il est trop haut sur le terrain. Mais Victorious, il a l'intelligence de savoir que s'il est placé à la bonne place, puis le jeu est en avant de lui, il est excellent. Et tu sais, il ne faut pas oublier que le Portugal, à mon avis, c'est la 6e ligue la plus forte au monde. Puis non seulement il était un partant quand même assez régulier, puis il a été capitaine de son équipe quand même assez souvent. Puis Moreirense, c'est un club qui a terminé en milieu de peloton. Et Victoria a même compté des buts et fait des penalties. Fait que je pense que Victoria est très sous-estimé, mais il faut juste savoir comment l'utiliser et dans quelle situation. Si tu es capable de résoudre ça, Victoria va te rendre des services malgré son manque de vitesse. Pour poursuivre sur la lancée de Amin, j'adore Alistair Johnston. Moi, je le trouve moyen quand il est piston. Je le trouve très, très moyen. Je trouve que, d'ailleurs, ce qui a fait que le poste de latéral droit lui est tombé tout cru dans la main, puis c'est à lui de le perdre, parce que je pense que des Zacharis Brobillard, je pense que tu peux oublier ça, Juan Cordova, je pense que le choix numéro 1, ça va rester Alistair Johnston. John Herdman le qualifiait comme de nerd défensif. Il adore défendre. Lui, il vit dans la défense et tout ce qu'il veut faire, c'est défendre, défendre, défendre. Puis, il fait ça à merveille. Puis, tu sais que du côté droit, euh, tu peux avoir l'esprit tranquille, savoir que Alistair Johnston est là. Sinon, c'est excellent à droite. À gauche, Kamal Miller, je savais qu'il était bon comme latéral gauche parce qu'il l'avait prouvé dans la victoire contre le Canada. Défenseur central du côté gauche, plus le jeu avance, plus le tournoi avance, plus il m'impressionne. Puis sérieusement, il faut regarder la Gold Cup comme une audition. Parce que là, c'est la défense, c'est la profondeur canadienne qui joue. Puis là, on essaie de savoir qui va jouer avec Scott Kennedy. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Scott Kennedy, qui joue en 2e Bundesliga, en 2e division, lui, le poste partant de défenseur central, c'est un fait accompli. Qui va jouer avec lui? Est-ce que ça va être Kamal Miller? Est-ce que ça va être Steven Victoria? Ou est-ce que ça va être Donald Henry? Fait que moi, je pense que tu as comme une audition entre ces 3 défenseurs-là. Pour répondre à ta question, Anthony,
J'ai toujours dit, puis ça fait plusieurs podcasts, puis je le dis sur les médias sociaux, je pense que le 3-5-2 de John Herdman fonctionne à merveille contre des équipes plus faibles. Je pense que ça fonctionne bien contre des équipes équivalentes au Canada, mais je pense que contre des équipes qui sont beaucoup plus fortes que le Canada, j'y crois pas. Puis on l'a vu contre les États-Unis à la vitesse ils nous ont sauté dessus, puis qu'ils ont dominé la première demi-heure. Puis tu sais, au crédit de John Herdman, quand il a changé la formation à 4 défenseurs, le Canada était beaucoup plus à l'aise. Et c'est là que le Canada a commencé à dominer le jeu contre les Américains. La seule chose qui nous a fait mal, c'est qu'on n'avait pas Eustachio et le manque de finition. Sinon, moi, je pense que c'est un match qu'on aurait pu aller gagner ou aller chercher le match nul. Fait que je pense que contre le Mexique, s'ils gardent ça à l'esprit, tu veux peut-être commencer contre le Mexique à 4 défenseurs avec un Samuel Piette qui est là pour supporter la défense parce que les Mexicains, tu sais qu'ils vont bourdonner pendant 90 minutes. Et tu leur mets Stéphane Eustachio. On pourra parler de la formation plus tard, mais je pense qu'à 4 défenseurs, je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux pour le Canada contre des équipes plus fortes parce qu'à la base, ils sont plus confortables dans ce système. Parfait, parfait. Écoute, ça va être très intéressant d'entendre, de vous entendre sur justement l'alignement partant face au Mexique. On peut tout de suite y aller avec l'alignement partant si vous le voulez, tandis qu'on y est. Je rappelle, suspension de Lucas Cavallini et de Steven Vittoria. Pour toi, Amine, lance-toi, dis-nous ta formation et les joueurs que tu mettrais à l'intérieur de celle-ci. OK, donc moi, j'irai avec la même formation que le dernier match, à l'exception des 2 suspendus. Donc, à la place de Steven Vittoria au milieu de la défense centrale, même si je ne suis pas convaincu à 100%, on irait avec un Donnie Henry, d'expérience, puis aussi de mener la défense à 3. Tout d'un coup, je verrais mal Herdman changer en demi-finale. Pourrait nous surprendre, mais d'après moi, ça risque d'être Donnie Henry à la place de Steven Vittoria. Et sinon, devant, avec la super belle performance de Junior Ouellet, ben, je verrai à côté de lui Tesho Akindele. Il a joué quand même un bon 20 minutes lors du dernier match. Il y a eu des chances de marquer. C'est sûr que dans le fait que Akindele, c'est pas sa force de le finish, ça, je suis 100% d'accord. Mais des fois, il peut être sur une bonne période. Je l'ai vu avec Orlando. Il peut avoir 2, 3 matchs où est-ce que tu le vois qui joue au-dessus de sa tête et qui va compter des buts, mais il va avoir des longues périodes de sécheresse où est-ce que justement les supporters d'Orlando vont le critiquer parce qu'il rate trop d'occasions en guillemets faciles. Mais là, on parle de un match, tout est possible. Alors, c'est les 2 seuls changements que je verrai. Je vois pas qu'il y ait d'autres joueurs qui n'aient pas assez bien performé pour le remplacer. Puis, il faut aussi garder en tête que le banc n'est pas extraordinaire. Harry Payton, il revient du protocole COVID. Ça fait quelques jours qu'il s'entraîne. Il y a Christian Gutiérrez, n'est même pas avec l'équipe, même si officiellement il fait partie du 23, mais il est resté avec Vancouver Whitecaps. Sinon, ben écoute, les autres choix sur le banc, Tyler Pasher, il fait vraiment un début avec l'équipe nationale canadienne. On ne sent pas que Herdman compte beaucoup sur lui dans cette compétition-là. Théo Corbeanu, je suis d'accord avec Alex, ça pourrait être un joueur qui a un rôle à jouer dans le prochain match. Est-ce que ça va être comme titulaire? Je ne pense pas. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ses entre guillemets, débuts en EPL, mais il n'a pas joué de match comme titulaire. C'est plutôt ce point-là sur lequel j'ai mon, comme on dit, mes réserves sur le timing de lui donner un départ en demi-finale contre le Mexique en Gold Cup. Ça fait beaucoup de pression sur les épaules. Je dis pas que c'est un jeune joueur qui est pas capable de prendre la pression, loin de là. Je le connais pas assez pour dire s'il est capable de faire ses preuves au haut niveau international. Mais veut pas, la profondeur est très, 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 très mince, surtout devant. Si on a un des 2 attaquants, soit Ouellet ou Akindele qui se blesse, on a juste Corbeanu.
Après ça, c'est des joueurs qui seraient hors position, sont pas des vrais attaquants. Donc moi, là, ce qui m'inquiéterait le plus, c'est vraiment au niveau des attaquants. Il faut qu'on les garde, il faut pas qu'ils aient des cartons. Mais sinon, le reste, le milieu de terrain, aucun changement. Les latéraux, ils ont tellement bien performé que je touche pas à ça. Larry à gauche, Tajon Buchanan à droite, puis Alistair Johnston, puis Kamal Miller aux côtés de Tony Henry. Parfait. Et toi, Alex, tu nous as peut-être émis tes réserves face au 3-4-3. Est-ce que toi, tu y vas plus avec un 4-3-3, un 4-4-2? Moi, c'est clair que je pense que à 3 défenseurs, ça ne va pas marcher contre le Mexique. Moi, j'irais carrément avec un 4-4-2. Je ne sais pas si le Canada va tenter de refaire le coup au Mexique, qu'est-ce qu'on a fait aux Américains en 2019, qu'on a joué le 4-2-2-2, où est-ce qu'on a juste, on a juste, on a créé un embouteillage au milieu de terrain qui a causé plein de problèmes aux Américains, puis je pense que c'est beaucoup l'effet de surprise. Puis tu sais, dans un match contre le Mexique, tu sais, c'est un match où est-ce que la planète entière s'attend à ce que tu perdes. Puis là, la question, c'est de savoir tu vas perdre à quel point. Fait que si je suis John Herdman, c'est pas le temps d'être prévisible avec un 3-5-2 ou un 3-4-3. Moi, j'irais complètement imprévisible. 4-4-2, peut-être essayer de faire le 4-2-2-2. Bien sûr, tu sais, j'allais faire une blague pour dire on enlève Crépeau puis on met Jason Lutwiller. Ben, je veux pas créer un outroar. Je veux pas que le monde sorte les fourches puis le feu. Non, on garde Crépeau dans les buts, ça c'est clair. Mais voici mon alignement 4-4-2. Fait que comme latéral gauche, Richie Laryea, très à l'aise à gauche, peut jouer des deux bords, mais il le fait avec le Toronto FC, il le fait à merveille. Défense centrale, duo de Kamal Miller et Donnell Henry. Amine a raison, c'est trop. Tu mets pas Frank Stirring contre le Mexique puis tu lui demandes de défendre contre une équipe qui est top 15 au monde. Je pense que c'est pas juste. Latéral droit, Alistair Johnston, excellent défenseur, que ce soit sans milieu défenseur central du côté droit ou latéral droit. Pour le milieu de terrain, ben, mon quatuor, ce serait Stephen Eustáquio, Samuel Piette pour aider la défensive, mais je ne briserais pas le duo, je briserais pas le trio Eustáquio, Kay et Osorio. Je pense que tu veux garder cette chimie puis tu veux construire sur ce que ces trois-là ont accompli ensemble. Puis un des gros problèmes avec le Canada, c'est que faut pas oublier que le Canada, c'est un pays qui ne jouait pas beaucoup de matchs. À part la Gold Cup, qualification de la Coupe du Monde, pendant des décennies, le Canada ne jouait presque pas. Fait que tu sais, tu arrives en qualification de Coupe du Monde, puis tu demandes au Canada de se défendre contre le Mexique, puis les États-Unis, puis le Honduras qui joue beaucoup plus souvent qu'eux autres. C'était difficile. Mais grâce à la Ligue des Nations, on joue beaucoup plus souvent. Puis je pense que ça a donné une chance aux gars d'apprendre à se connaître puis de créer des chimies. Fait que je pense que le quatuor, Piette, Eustáquio, Kay et Osorio au milieu, c'est parfait. Puis John Herdman utilise un système qui est assez fluide, où est-ce qu'il peut changer tactiquement, dépendamment qui est en possession et l'allure du match. Et le duo en avant, moi, ce serait la qualité de Junior Hoilett avec le jeune, le nouveau jeune étalon qui essaie de prouver sa valeur. Théo Corbianu, tu veux lui donner cette plateforme parce que si Théo Corbianu performe contre le Mexique, mais ça, ça va attirer l'attention de son entraîneur à Wolverhampton Wolves en Première Ligue. Puis je pense que ça, c'est un rendez-vous que Théo Corbianu va tout faire en son pouvoir pour ne pas manquer. Je pense qu'il va tout laisser sur le terrain si tu le fais commencer contre le Mexique. Fait que c'est un impondérable. Mais moi, contre le Mexique, c'est le temps de jouer tes impondérables. C'est pas le temps d'être safe. C'est pas le temps de dire, ben, je vais y aller avec ce que je connais. C'est le Mexique. Tu joues avec de l'argent, comme on dit, de l'argent à la banque. Parce que petite statistique intéressante, puis ça va intéresser nos auditeurs. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui disait sur les médias sociaux que à la minute que tu es en demi-finale, si tu perds un match, tu ne perds pas de points au classement FIFA. Et aussi, tu sais,
quand vous jouez dans un tournoi continental, puis le plus que vous avancez, le plus que vos points sont multipliés, selon ces calculs, puis c'est pas scientifique, mais j'ai regardé le site FIFA Live, c'est un site où est-ce qu'ils calculent les points en temps réel. Si on gagne contre le Mexique, on serait propulsé du 59e rang. Ben, je veux dire, en date d'aujourd'hui, on serait au 59e rang, on serait catapulté au 48e rang. Une victoire contre le Mexique nous amènerait dans le top 50. Et pour ceux qui ne savent pas, en Angleterre, il y a comme une genre de règle, puis tu pourras me corriger, Anthony, si tu es plus connaisseur là-dedans. Je sais que les pays dans le top 50, si les clubs anglais signent des pays dans le top 50, ça rend plus favorable ou plus facile l'obtention d'un permis de travail. Fait que c'est ça qui rend plus attrayant de signer des joueurs dans ces pays-là que des joueurs dans des pays qui sont en bas du top 50. Oui, ça se peut très bien, mais en fait, oui, ça veut dire qu'une victoire face au Mexique, en fait, on n'a rien à perdre, mais on a tout à gagner, on pourrait dire. Donc, toi, Alex, tu mets Tajon Buchanan sur le banc, si j'ai bien compris. Tajon Buchanan, ben, tu sais, il a joué beaucoup de matchs. Puis, tu sais, contre le Mexique, tu veux vraiment être, comment dire, sans relâche. Je vais expliquer ma logique là-dedans. Le Mexique, c'est que tu sais qu'ils vont arriver après toi pendant 90 minutes sans relâche. Fait que, tu sais, Buchanan, tu sais, Théo Corbianu, il est jeune. Fait que tu ne veux pas donner 90 minutes à Corbianu, mais tu peux faire un changement en milieu de match ou à la 60e minute, puis envoyer Buchanan là. Ce que tu veux faire, c'est que tu veux garder le tempo pendant 90 minutes. Parce que contre le Mexique, si tu relâches 20 minutes, à la minute que tu relâches contre le Mexique, ils vont te punir. Puis le monde qui se demande comment ça se fait, les Américains ont tant de succès contre le Mexique, c'est pas vraiment que les Américains ont des joueurs si exceptionnels que ça, c'est la profondeur. Fait que quand les Américains vont sur le banc, c'est le même tempo. Tu sais, ils font des changements, puis c'est toujours la même chose que tu vas avoir, c'est le même tempo pendant 90 minutes. Pendant que le Canada, ce qui arrivait souvent, c'est qu'on a on a le meilleur 11 au départ, puis là, le tempo tombe. Quand tu commences à faire des changements, là, le tempo tombe. Puis là, quand tu affrontes des clubs plus forts comme le Honduras, dans la qualification de Coupe du Monde, les États-Unis ou le Mexique, le tempo tombe et c'est là que tu te fais punir. Pendant que nous, on a une chance de, un, reposer un peu Buchanan qui a joué sans relâche et à fond de train, et deux, garder le tempo élevé tout le long du match. Puis si Théo Corbianu ne fait pas l'affaire, ben, on peut l'enlever plus tôt. Oui, c'est vrai, tu apportes un bon point. Les États-Unis, quand ils sortent Daryl Dike, c'est Zardes qui rentre. Quand Moore sort, ben, c'est Reggie Cannon qui rentre. Puis je pourrais nommer tous leurs emplacements qu'ils ont fait lors de la Gold Cup, mais c'est vrai que comparé aux États-Unis, c'est peut-être ça notre point faible, la profondeur. Et d'ailleurs, pour toi, Amine, avec cette profondeur, avec l'alignement partant que tu nous as donné un peu plus tôt, c'est quoi pour toi ta prédiction face au Mexique? Tu parles au niveau du banc ou ceux qui vont pouvoir embarquer? Je dirais le résultat final face au Mexique. Est-ce que tu penses que le Canada peut l'emporter? Wow! Bonne question. C'est vraiment dur à imaginer qu'est-ce que ça va être ce match-là parce que je dois t'avouer que pour avoir vu le match Mexique contre Honduras, c'est impressionnant. C'est une machine, cette équipe du Mexique, là. Ils sont très forts dans tous les postes. Je peux pas dire qu'ils ont vraiment un point faible. En plus de ça, ils vont jouer à Houston devant probablement 70 000 spectateurs. J'ai lu tantôt que des billets étaient presque tous vendus, en grande majorité mexicains. On sait très bien qu'au Texas, la population d'origine mexicaine est très importante. Donc, c'est sûr que tous ces facteurs-là, j'essaie d'imaginer le jour J. Ça va avoir un impact au niveau du match, là. Je veux dire, tu as certains joueurs qui ont connu ça, cette pression comme Junior Orlet, qui ont l'expérience des grands matchs, mais tu en as des jeunes comme Tajon Buchanan, d'autres jeunes de l'équipe, même Laria, il n'a pas connu ce genre de match-là. Fait que je ne sais pas comment ils vont réagir par rapport à la pression, parce que moi, d'après moi, c'est pour certains joueurs de l'équipe qui est dans le 11 titulaire, ça va être la première fois qu'ils ont vraiment un match d'une aussi grande importance parce que
Comme tu le disais, Anthony, au début du podcast, ça fait des années qu'on n'est pas qualifié, qu'on ne s'était pas qualifié pour les demi-finales de la Gold Cup. Ça fait depuis l'an 2000 qu'on n'a pas gagné la Gold Cup. Donc, veut pas. Moi, je pense que la pression, ça va être un facteur. Maxime Crépeau, jusque-là, ben écoute, il y a eu une compétition correcte, mais il n'y a pas eu vraiment à faire face à l'adversité. Qu'est-ce qu'il va faire si on a un arbitrage style CONCACAF? Est-ce que, dans le fond, ça va avoir un impact sur le moral de l'équipe? Ça, j'en sais rien. C'est juste des spéculations, mais je pense que les facteurs externes que je viens de mentionner, ils vont avoir un rôle à jouer dans le résultat final du match. Mais de là à dire, est-ce que je pense que le Canada a une chance de gagner? Ma réponse est oui. Mais entre le Canada ou le Mexique va gagner? Ça, c'est vraiment très difficile à dire. Moi, si j'aurais une prédiction à faire, ça ne me surprendrait pas que ça irait en prolongation, voire au penalty, parce que je trouve que chacune des deux équipes a beaucoup de points forts, puis ça va jouer à des petits détails. Selon moi, ça ne sera pas un match où une des deux équipes va être surclassée. Ça va vraiment être un match qui va être serré dans tous les sens du terme. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et oui, exact. Ça va être la première demi-finale du Canada depuis 2007. Pour toi, Alex, est-ce que ça va être notre première finale depuis plus de 20 ans ou Est-ce que c'est possible? Oui. Puis, je pense, s'il y a une chose que j'ai appris de John Herdman, c'est euh, tu sais, il a le guts de jouer sur les impondérables, puis son souci du détail. Euh, le Mexique, ça va être gros. Ça va être énorme. Le stade va être plein et ça va être 100% support pour le Mexique. Mais des gars comme Junior Elite qui ont joué en Premier League, ils ont déjà vu ça. Pas le Mexique, mais en Angleterre, c'est tout le temps. Il faut donner à Théo Corbianu que quand il est rentré en Première Ligue, il a dû jouer. Tu sais, c'est comme, je ne veux pas minimiser la Gold Cup, même si le reste de la planète minimise la Gold Cup, puis je ne peux pas dire que je leur donne tort. Mais Théo Corbianu qui rentre dans un stade de Premier League, puis qui doit jouer, puis prouver à son entraîneur qu'il mérite d'être là, c'était gros. Puis je pense que ça va juste le motiver davantage. Tu prends des gars comme Richie Laryea, Jonathan Osorio, Samuel Piette et Marc-Anthony Kaye. Ils ont joué en Ligue des champions CONCACAF. Ils ont dû jouer contre des formations mexicaines. Fait que c'est pas quelque chose qui vont les sortir de leurs éléments. La défense est le point d'interrogation. C'est pour ça que Piette doit être là. Puis tu sais, à la minute, si je vois dans l'alignement que Piette n'est pas là, je pense que ça va faire peur. Pourquoi? Je suis allé avec un aliment 4-4-2, comme que je l'avais dit. C'est parce que le Canada a toujours eu ce problème de commencer le match de façon lente ou amorphe, où il n'y avait pas beaucoup d'énergie, puis s'ajustait. Puis c'est ce qui est arrivé contre les États-Unis. Puis d'ailleurs, Tajon Buchanan avait pris, pendant l'entrevue après-match, il avait dit l'erreur pour... il a pris responsabilité pour l'erreur parce qu'il avait dit, je le dis en français, là, mais ouais. pour paraphraser, il disait « Je dormais sur le jeu ». Parce que c'est une série de victoires, de combats à 1 contre 1 entre les joueurs américains et canadiens. Puis Buchanan, c'est vrai que le jeu, il a passé devant lui, puis c'est comme « Oh, OK ». Puis les Américains, en dedans de 21 secondes, ils avaient déjà marqué. Contre le Mexique, tu donnes un but dans les 10 premières minutes, puis ça, c'est des décennies de regarder le Mexique jouer. Oublie ça. Puis, c'est pour ça que je préfère y aller avec un quatuor de milieu complètement expérimenté. Même chose à la défense. Du monde qui sont vraiment... Défensivement, tu veux que ta maison soit en ordre. Tu veux que ton milieu de terrain soit fort et expérimenté. Tu sais, des gars comme Eustáquio, ils en ont vu d'autres au Portugal. Fait que tu veux que ta maison soit en ordre dans les 20-30 premières minutes. Puis ensuite, tu peux faire rentrer un Buchanan en deuxième demi. Puis il va avoir sa confiance, il va avoir sa vitesse, il va avoir sa technique, puis tu le lances contre les défenseurs un peu moins en forme du Mexique. Fait que si Herdman il y va avec ce genre de stratégie, ben, on a toujours une chance parce qu'on a quand même battu le Mexique en 2000 quand on est devenu champion en CONCACAF.
C'est faisable. Ça va être très, 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 très difficile. Puis je pense que ça va jouer dans les premières 30 minutes. Est-ce qu'on est capable de ne pas accorder de but? Est-ce qu'on est capable de garder possession et de jouer notre jeu? Si on se laisse impressionner par le Mexique, ça, c'est juste une question de temps. Mais si on est capable de garder notre jeu et de faire la même chose qu'on a fait aux Américains, il y a une chance. Oui, ouais, c'est vrai. On a une chance, mais moi, on dirait que je suis un peu plus pessimiste que vous. Moi, je pars de l'idée qu'on a du mal à battre les Américains. Les Américains ont du mal à battre les Mexicains. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'à 85%, on risque d'avoir une défaite, surtout que c'est pas un Mexique à 100% avec l'équipe B. Il y a quand même Jesus Corona, il y a Rogelio Funes Mori en tant que buteur, il y a également Héctor Herrera de l'Atlético Madrid. Il y a quand même de très, très, très bons joueurs. On a également des bons joueurs, mais honnêtement, moi, je pense que ça va être, si j'avais un score à dire, là, je dirais peut-être un 1-0, un 2-1 pour le Mexique, mais j'espère de tout mon cœur que le Canada va l'emporter. Et on s'entend, les gars, si le Canada bat le Mexique, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter pour la Gold Cup. Donc, donc, pour vous, ben, on peut commencer avec toi, Alex. Si le Canada l'emporte contre le Mexique, est-ce que la Gold Cup 2021 est à nous? Oui, c'est soit qu'on affronte les Américains, puis les Américains, on les a dominés sans Eustachio. Fait qu'imagine, avec Eustachio, plus Cavallini, plus Vittoria, euh, je pense que puis les gars vont avoir faim de vouloir prouver qu'ils sont capables de le faire. Puis ils auront eu l'expérience de jouer les Américains chez eux, puis de les avoir dominés les 2 tiers du match. Je pense qu'avec un Eustachio, ils vont avoir cette confiance-là de plus. L'ennemi qui me fait peur, c'est même pas les Américains. Les Américains ne me font même pas peur, ce qui est bizarre à dire. Moi, c'est le Qatar. Puis je suis même pas sûr que les Américains sont capables de passer à travers le Qatar. Je sais que Qatar, défensivement, si tu les presses assez, ils vont montrer des failles, mais c'est quand même les champions d'Asie en titre. Fait que ne pas sous-estimer. Le Qatar me fait beaucoup plus peur, mais si tu peux passer à travers le Mexique, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Parfait. Est-ce que, Amine, tu es du même avis? Si on passe le Mexique, la Gold Cup est à nous? Ben, pas vraiment parce que le Qatar m'a beaucoup impressionné. Puis comme Alex le dit, c'est les champions d'Asie en titre. Puis devant, je trouve qu'ils ont des excellents joueurs comme Akram Afif, Almoez Ali. C'est vraiment des joueurs que j'ai jamais compris pourquoi ils sont. On avait entendu qu'Almoez Ali il devait aller à l'AC Milan, ça s'est jamais fait. Mais en même temps, au Qatar, ils ont tellement des salaires astronomiques qu'ils gagnent là-bas dans leur propre pays que je pense qu'ils ne voient pas l'intérêt de faire le saut en Europe, d'aller prendre une chance de peut-être pas s'adapter à un nouveau pays. Mais honnêtement, c'est une équipe nationale qui est plein de joueurs naturalisés. Je pense l'autre jour, je checkais l'effectif du Qatar. Il y a 7 joueurs d'origine soudanaise, 6 joueurs d'origine irakienne, je pense 3 joueurs d'origine algérienne, un Ghanéen, un joueur du Cap-Vert qui est né au Portugal, mais d'origine capverdienne, je pense le latéral droit. Fait que c'est pas vraiment l'équipe nationale du Qatar. C'est vraiment, ils sont partis, ils ont vraiment eu un plan à long terme. Ils sont partis aller chercher un entraîneur espagnol de grande qualité. Puis ils ont commencé à naturaliser plein de joueurs. Puis aujourd'hui, honnêtement, moi, pour la Coupe du Monde 2022, je serais même pas surpris qu'ils causent justement la surprise puis que ils aillent beaucoup plus loin que ce que vont prédire tous les spécialistes, là. Parce que cette équipe-là, à part, on va dire, en défense centrale, je dirais, il n'y a pas beaucoup de faiblesses. Le milieu de terrain est solide, devant, c'est très bon. Les latéraux, Miguel, il est super bon aussi. Donc, moi, j'aimerais pas ça affronter le Qatar. Si tu me donnes le choix, contre les États-Unis, je serais beaucoup plus confiant que contre le Qatar. Surtout que les États-Unis jouent avec une équipe entre guillemets B, alors que le Qatar, ils sont là avec tous leurs joueurs essentiels, ils prennent cette compétition-là au sérieux. Vu qu'ils n'auront pas beaucoup de matchs, ils auront juste des matchs amicaux jusqu'à la Coupe du Monde 2022, c'est la seule chance pour eux
d'avoir des matchs compétitifs, fait qu'ils mordent à deux dents, comme on dit, avec toutes leurs Ouais. dents, c'est là-dessus, sur cette chance-là, puis ça paraît. Honnêtement, contre le Salvador, j'ai vu le match, c'était 3-0. Oui, le Salvador a marqué 2 buts, mais c'était une domination complète. Il aurait dû finir le match, puis on n'en parlait plus. Fait que c'est juste vraiment un petit relâchement qui a fait en sorte qu'il y a eu un petit stress vers la fin du match. Est-ce que le Salvador va marquer le but de l'égalisation? Mais en réalité, si on regarde la majeure partie du match, le Qatar a été dominant. Ils auraient pu marquer bien plus que 3 buts. Oui, ça représente l'inconnu, on peut dire. Donc, c'est sûr, tu sais, c'est pas une équipe donnée. Mais bon, commençons par le Mexique et on parlera. Et d'ailleurs, le dernier sujet que je voulais aborder concernant l'équipe masculine, c'est, selon vous, quel message le Canada envoie au reste de la région? T'sais, on s'entend tout de suite après la Gold Cup, c'est les qualifications de la Coupe du Monde 2022, justement, qui continuent. Et écoute, on a battu le Costa Rica qui fait partie du dernier tour. Mais les autres, les autres pays sont pas faciles également. Il y a le Mexique et les États-Unis. C'est des gros morceaux. Il y a la Jamaïque qui vient de se renforcer avec des binationaux. Il y a une grande partie de leur équipe vient de la Championship. Le Honduras, c'est toujours à surveiller. Un Panama peut-être un peu en déclin et un Salvador qui est totalement métamorphosé malgré une Gold Cup peut-être un peu plus difficile, mais c'était une équipe avec une seule défaite dans leurs 10 derniers matchs avant la compétition. Pour vous, est-ce que le Canada là, rentre dans le top 4? Est-ce qu'il vient de s'affirmer comme un top 4 pour les qualifications? Selon vous, on va commencer par toi, Alex. Moi, je pense que le message qu'on envoie au reste de la région, c'est après, on est en phase finale. La dernière fois qu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, c'était en 86. Fait que moi, je dirais, ouf, après presque 30 ans, 34 ans, moi, je pense que le message, c'est nous sommes de retour. Le message qu'on envoie au reste de la région, c'est regardez ce que nous avons accompli sans Alphonso Davis, Kyle Larin, Jonathan David, Atiba Hutchison, Scott Arfield, Scott Kennedy, Milan Borgian, Sam Adekugbe, David Wotherspoon et Liam Miller. Fait que ceux qui disaient dans la région pendant des années, le Canada, c'est une équipe à 2 joueurs, puis le reste de l'équipe, il n'y a rien là, puis il n'y a pas de profondeur. Je pense qu'on commence à faire peur du monde. Je pense que le message qu'on envoie, c'est qu'on va se battre pour le top 3, possiblement le top 4, possiblement le top 3. Puis si je regarde mes adversaires dans le format de la qualification pour la Coupe du Monde, puis je vais garder ça court, Amine pourra donner une opinion sur chaque adversaire. Le Mexique, c'est le Mexique. À mes yeux, c'est le seul pays que je pense que virtuellement, c'est garanti qu'ils vont aller à la Coupe du Monde. Sinon, pour le reste, je pense que c'est complètement ouvert. Les États-Unis. J'adore parler des États-Unis. Comme vous entendez, je fais craquer mes os de mes mains. Donc, les États-Unis. Pourquoi ils ont manqué la Coupe du Monde de 2018? Puis ça, c'est une tendance qui commençait depuis 2014. Les Américains jouent beaucoup trop souvent à la maison. Puis, ils sont horriblement ordinaires sur la route. Puis tu dirais qu'un match au Canada, puis ça, c'est le genre de pays où est-ce que tu dis qu'il serait à 100% à l'aise de jouer au Canada, puis il devrait être capable de dominer le jeu avec des Christian Pulisic. Le seul gars qui manquait dans la formation américaine quand ils sont venus jouer à Toronto en 2019, c'est Tyler Adams. Sinon, ils avaient tout le monde. Et on les a dominés de la première minute à la 90e minute sans Stephen Eustáquio. Domination totale. Puis ça, c'est au Canada. Puis on a vu qu'est-ce qui est arrivé en 2018 quand ils ont joué à Trinidad contre leur équipe B. Effondrement total. Moi, je pense qu'ils jouent beaucoup trop à la maison. Puis je pense que sur la route, c'est ça qui va déterminer ce qui va arriver pour la suite des choses. Pour ce qui est de la Jamaïque, oui.
recrutement extraordinaire. Tous ces joueurs qui jouent en Premier League ou en Championship, good. On sait qu'ils peuvent performer dans ces environnements-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire au Honduras à San Pedro Sulas quand les partisans vont faire la fête dans la rue, devant leur hôtel, les feux d'artifice, la musique, la salsa, euh, les chants, les cris, puis rendu dans le stade, 40 degrés, plus humidité, puis avec avec toutes les rumeurs de ce qui se lance sur le terrain pendant que les joueurs ils jouent sur le terrain, est-ce que les joueurs qui sont habitués de jouer en Angleterre sont habitués à un climat pareil? On a vu que les joueurs américains ne sont pas habitués à ça. Pour ce qui est du Costa Rica, équipe vieillissante, Salvador, renouveau, mais point d'interrogation. Pour ce qui est, je pense que l'autre pays, c'est le Curaçao, euh, en ascension, mais je pense que ce ne sera pas suffisant. Donc, je pense que le Canada a une excellente chance de finir top 4. En dehors du top 4, je serais déçu. 4, ce serait satisfaisant, mais le top 3, j'y crois. Parfait, parfait. Ben écoute, je pense que je suis du même avis que toi. Je pense que en dessous du top 4, ça serait assez décevant. Est-ce que tu es d'accord avec nous, Amine? Est-ce que pour toi, le top 4, là, c'est logique? Est-ce que tu vises plus haut? Ben, en fait, moi, ce que je pense, c'est que le top 4 c'est réaliste. Ça serait, comme tu dis, une déception de ne pas être dans le top 4. Mais je garde en tête la Jamaïque, qui est une équipe qui m'a beaucoup surpris. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, j'ai jamais été un grand fan de Andre Blake, mais je dois avouer qu'il y a quand même eu un très bon tournoi de la Gold Cup. Il faut dire quand même que lors du but gagnant de l'équipe américaine, il était en faute. C'est-à-dire que le centre de Christian Roldan, il aurait dû sortir puis le boxer. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a comme passé vraiment devant. Il n'a pas touché au ballon. Puis Matthew Hoppe, il a marqué facilement. Fait que c'est possible que pour moi, la Jamaïque soit dans ce fameux top 3. Costa Rica ne me font pas peur. Honnêtement, avec ce que j'ai vu, beaucoup de joueurs vieillissants, Brian Ruiz, Johan Venegas, en tout cas, des joueurs que leur prime est déjà passé. Fait que, moi, c'est certain, je suis très confiant au moins pour un top 4, mais je pense que l'équipe canadienne a assez de talent pour espérer être dans ce fameux top 3. Je me croise les doigts parce que honnêtement, il faut garder en tête qu'avant la pandémie, c'était le Salvador qui allait être dans l'octogonal, mais finalement, les règles ont changé parce que ça allait être basé sur le classement FIFA. Puis malheureusement, avec les matchs amicaux contre l'Islande, etc., on ne serait même pas qualifié pour l'octogonal. Fait que dans un sens, le Canada a eu la chance d'avoir cette pandémie-là, parce que sinon, aujourd'hui, au moment où on se parle, on n'est pas certain qu'on serait qualifié à l'octogonal, puis qu'on aurait un match au mois de septembre au BMO Field. Exact, exact. Écoute, parfois, hein, le temps arrange bien les choses. Nous y sommes dans le top 8 de la CONCACAF et on dirait que le Canada, à chaque match, progresse. Donc, écoute, c'est de bon augure et je pense qu'on va avoir de très bons matchs jusqu'à la Coupe du Monde pour le Canada et on se croise les doigts pour une qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Maintenant, pour finir le podcast, je voulais qu'on parle un peu de l'équipe féminine qui est présentement aux Jeux olympiques de Tokyo. Et écoute, ils ont quand même bien fait dans leur groupe. Ils affrontaient quand même une grande puissance qui est l'Angleterre, un Japon en progression et un Chili, un Chili beaucoup plus bas au classement, tandis que le Canada, il y avait beaucoup d'incertitudes autour de cette équipe, autour de l'entraîneur. Et écoute, on a fait un nul contre le Japon, un nul face à la Grande-Bretagne, une victoire face au Chili. Pour toi, Alex, est-ce que c'est mission accomplie déjà ou tu veux vraiment une victoire face au Brésil? Non, tu sais, je rejoins l'entraîneur de l'équipe féminine qui dit que elle, son objectif, c'est, tu sais, elle, son souhait, dans le fond, moi j'appelle plus ça un souhait, c'est de changer la couleur de la médaille parce qu'on est sur 2 médailles de bronze de suite. Puis, dans le fond, elle se fixe comme objectif la finale de la compétition. Euh, je suis sceptique si ça va arriver, mais je crois que mission accomplie, c'est réalistement, ce serait de passer les quarts de finale
parce qu'il ne faut pas oublier que le foot féminin s'améliore énormément. Puis ça, c'est chose que les Américaines ont appris à leurs dépens. Oui. C'est plus une nette domination américaine. Les autres deviennent très bonnes, elles s'améliorent et c'est partout. Puis on le voit même dans notre groupe avec le Canada. Oui, on finit deuxième du groupe. Euh, Plus difficile que je l'aurais souhaité. Le Brésil, ça va être très difficile. On est capable de battre le Brésil parce qu'on a un peu de force équivalente, mais ça va prendre des performances beaucoup plus constantes que ce qu'on a vu en phase de groupe. Exactement, exactement. Écoute, comme tu dis, ça va être un match très difficile. Puis, tu sais, pour aspirer à la finale, il faut affronter les meilleurs. Et écoute, ça va être le Brésil encore. Et si on passe face au Brésil, qui ne sera pas une tâche facile, on risque de recroiser, pourquoi pas, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, qui joue face à l'Australie. Donc, ça risque d'être très intéressant. Pour toi, Amine, rapidement avant de finir, est-ce que tu crois que le Canada peut surpasser le Brésil? Ben, je l'espère. En tout cas, c'est sûr que les Jeux olympiques, c'est toujours l'occasion pour reconnecter avec l'équipe nationale canadienne pour ceux qui sont pas forcément, qui suivent pas l'équipe à temps plein. Tout le monde se retrouve devant la télé dans une compétition comme les Jeux olympiques. Fait que oui, je me croise les doigts pour que ce soit la bonne fois pour l'équipe canadienne. Pourquoi pas pour aller encore loin dans la compétition. Fait que, écoute, c'est quelque chose qui arrive 3 ou 4 ans et qu'on pense, mais on espère que ça va aller pour le mieux pour l'équipe nationale. Oui, exact. Et juste pour vous dire, la dernière fois que le Canada avait affronté le Brésil, ça avait été une défaite de 2-0 à la She Believes Cup, la dernière édition. Et du côté du Brésil, ils ont également terminé deuxième de leur groupe, mais avec 2 victoires, 1 nul, une victoire de 5-0 face à la Chine, un match nul de 3-3 face aux Pays-Bas, qui est une autre très grande sélection, une victoire de 1-0 face à la Zambie. Donc, peut-être un dernier match un peu plus décevant du côté du Brésil. Donc, ils ne sont peut-être pas dans la plus grande forme, on pourrait dire, pour affronter le Canada. Et le Canada a fait on pourrait dire une phase de groupe moyenne. Donc, je pense que ça va être intéressant à voir ça aller. Mais c'est sûr que si le Canada l'emporte face au Brésil, là, il va y avoir le vent dans les voiles. Donc, on va surveiller ça. Et écoute, on va vous donner des nouvelles au prochain épisode de CSL Érable. Écoute, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je te remercie, toi, Amine, pour ta présence ce soir. Mais je te remercie beaucoup, c'était vraiment très agréable. Merci à Alex aussi pour tous ces points qui sont toujours aussi pertinents. Fait plaisir et merci beaucoup, Anthony, de t'être joint à nous. Puis ce fut un réel plaisir de faire le podcast avec toi. Et Amine, comme d'habitude, ta présence est très, très précieuse et appréciée. Merci beaucoup. Et c'est ça. Merci à vous de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. Ça a été un plaisir pour moi d'animer mon premier CS à l'érable. Écoute, je me sens encore plus canadien canadien que jamais après avoir fait ce podcast. On a parlé de fond et de fond en comble de l'équipe masculine en passant par l'équipe féminine. Donc, écoute, on ne peut pas avoir plus parlé du Canada ce soir. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés et je souhaite une bonne semaine à tous.